C'est la seconde partie de l'Africa Newsroom et nous sommes toujours en compagnie de notre invité Jean-André Aïpo, président de J3A Technologies, entreprise de conseil en stratégie. Nous sommes également en compagnie de Lucien Pambou et de Gracien Roukindikiza, nos éditorialistes. Voici le dossier du jour. Avec le passage au numérique, une nouvelle ère s'ouvre aux chaînes de télévision. Comment les responsables de ces fameuses chaînes privées et publiques se préparent à ce passage? Au niveau du contenu des programmes, va-t-on continuer à importer des productions étrangères telles que les telenovelas sud-américaines ou les séries télévisées américaines? Ou est-on en train de mettre en place, par exemple, une industrie de production régionale? Élément de réponse dans ce reportage signé Franck Noudofina, notre correspondant au Bénin. Le 17 juin 2015, en Afrique francophone, toutes les chaînes de télévision devront passer au numérique. Il s'agit certes d'une avancée considérable pour la technologie, mais beaucoup de contraintes et défis restent à relever pour arriver à ce qui paraît aujourd'hui comme étant un idéal pour le secteur télévisuel. Passer de l'analogique au numérique va permettre de résoudre un problème de taille, la rareté des fréquences à attribuer aux organes de presse qui en font la demande. Mais avec une multitude de chaînes de télévision, la différence se notera au niveau de la qualité et de la diversité des programmes proposés aux téléspectateurs. Comme on le dit souvent, il n'y a jamais d'acquis. Et nous sommes conscients que l'arrivée de la TNT en Afrique va faire que, par exemple, à Bamako, ici, on aura une capacité de présence de 40 chaînes de télévision et qui vont arriver comme dans tous les pays. Une présence accrue des chaînes de télévision, ce sera la première conséquence de la numérisation en Afrique. Ceci révèle la nécessité d'une véritable réforme au niveau des programmes de la télévision. Le numérique va influer d'une manière ou d'une autre, non seulement sur le format, mais également sur le contenu. Les programmes africains sur les chaînes de télévision du continent sont en nombre inférieur par rapport aux programmes étrangers. Le passage de l'analogique au numérique offre donc l'opportunité aux chaînes de télévision d'adapter leurs divers programmes au contexte africain. On en est encore aujourd'hui au stade où toutes les productions qui sont réalisées sont toujours calculées sur le modèle occidental. Et c'est peut-être ça le gros problème. Le jour où il y aura donc une spécificité africaine dans le programme proposé aux chaînes, aux citoyens africains. La question du contenu des programmes représente, à n'en point douter, l'un des principaux défis auxquels les chaînes de télévision africaines devraient faire face à l'ère du numérique. L'Afrique dispose tellement de contenus qui ne sont pas réalisés. L'Afrique dispose tellement de contenus qui sont méconnus par le monde entier. Et lorsque nous allons passer au numérique, les Africains qui ne produisent pas assez, moi je les invite à produire davantage, parce que les autres régions du monde se sont fait connaître à travers le contenu produit et diffusé. Les États africains ont-ils la possibilité de promouvoir la production de contenu télévisuel propre au continent aujourd'hui? Que faut-il faire pour véritablement changer la donne? Les opportunités qui s'offrent aujourd'hui aux chaînes de télévision du continent à l'ère du numérique sont grandes. L'Afrique peut se vendre au niveau culturel, au niveau économique, au niveau social, peut se vendre au niveau commercial, peut se vendre au niveau des ressources humaines, parce que les médias pouvaient produire et diffuser facilement en son temps. C'est justement la diffusion, parce que lorsque vous produisez et diffusez vous coûte cher, produire vous décourage. Mais lorsque vous êtes dans un continent qui est méconnu, vous vivez sur un continent qui est méconnu, et les autres médias viennent prendre de l'information sur ce continent-là et ne prennent que les informations qui les intéressent, les informations qui sont téléguidées par rapport aux besoins de ceux qui les ont envoyés. Donc, nous avons une opportunité encore. Le contenu en Afrique, il y en a. Le contenu africain est méconnu. Ce qui fait que, je dis, les consommateurs africains veulent savoir les richesses que représente la connaissance à avoir sur le Nil, par exemple, sur le Kilimandjaro, sur la faune africaine. La numérisation des chaînes de télévision en Afrique francophone est une urgence pour 2015. La question du contenu des programmes une fois réglée, un autre sujet mérite d'ailleurs réflexion.
l'appropriation par la population des usages de la TNT, la télévision numérique terrestre. Le problème, c'est d'assurer l'accès au plus grand nombre. Si nous ne réussissons pas ça, nous aurons échoué. Donc, à nous, chaînes de télévision africaines, de se rapprocher le plus par les contenus ludiques, apporter notre contribution au développement de l'Afrique, que nous sommes tous des soldats du développement. Pas simplement en diffusant n'importe quoi, d'en tenir compte que nous jouons un rôle hypersensible. Plusieurs pays africains ont élaboré une feuille de route dans le cadre du passage de l'analogique au numérique. Mais pour réussir le pari de 2015, il serait important d'harmoniser les politiques au niveau des différents États. Les mutations que connaissent les chaînes de télévision du continent aujourd'hui auront un impact non négligeable sur la présence médiatique de l'Afrique dans le reste du monde. Jean-André Aïpo, alors. Certains sont optimistes, d'autres le sont moins, d'autres considèrent qu'il faudrait effectivement que l'Afrique se saisisse réellement de cette opportunité. Et vous, quel est de prime abord votre regard sur cette Afrique qui va bientôt changer dans 1 an et demi? Moi, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, je suis toujours optimiste. Et je pense que c'est une chance, c'est une réelle opportunité pour un certain nombre de promoteurs de télévision. Ce qui va se passer aujourd'hui, on sera dans un environnement concurrentiel et la sélection va se faire par la qualité. La qualité du contenu, la pertinence du contenu, l'objectivité des informations qu'on fournit. Ce qui va faire que lorsque nos chaînes, je dis nos chaînes, nos frères africains qui vont profiter donc de cette aubaine-là pour créer les télés, vont se retrouver face à la concurrence de télévisions étrangères qui sont rompues à ce tard-là, la sélection, elle va être terrible. Et donc, nous avons tout intérêt à profiter de nos forces, donc de mettre en avant ce que nous savons faire, de mettre en avant, comme l'a dit un des directeurs généraux, nos spécificités culturelles, parce que c'est dessus qu'on pourrait avoir l'ascendant sur les chaînes qui viennent de l'Europe, et de surtout ne pas essayer de ressembler aux chaînes de l'Europe, sinon ça sera des clones et elles sont déjà très en avance dans ce qu'elles savent faire. Donc il faudrait essayer d'être beaucoup plus imaginatif. Parce que ce qu'on reproche souvent aux populations, c'est par exemple de s'intéresser évidemment à ce qui vient de l'Occident, c'est-à-dire que ce soit la nourriture, des tenues vestimentaires, beaucoup de choses sont calquées sur l'Occident. Qu'est-ce qui prouve que dans ce cas de figure-là, dans le cas de figure de la télévision, ce ne sera pas le cas? Rien ne le prouve, seul Dieu sait. Mais une chose est sûre, c'est que nos populations aiment aussi les choses de qualité. Et malheureusement, ce qu'il nous est donné de voir, c'est que certains de nos frères ont tendance à délaisser un peu la finition et à faire de l'à peu près. Donc nos populations qui aspirent à plus de qualité se réorientent naturellement vers ce qui paraît être plus qualitatif. C'est pour cela que j'ai dit de ne pas essayer de copier les chaînes étrangères parce qu'elles ont déjà un savoir-faire sur ce qu'elles proposent. Par contre, montrer nos spécificités culturelles, la beauté, l'histoire de nos régions. Je ne pense pas qu'il y ait des journalistes étrangers, européens, qui puissent mieux présenter les montagnes, par exemple les 1000 collines au Rwanda, que des Rwandais qui connaissent leur forêt, qui peuvent aller avec les caméras. Donc tout est question de l'objectivité et de la pertinence du contenu, parce que c'est par la qualité que la sélection se fera et elle sera brutale. Mais est-ce que c'est ce qui intéresse les téléspectateurs, les forêts, les collines C'était un exemple, on le sait bien qu'il donnait, mais voilà, est-ce que produire quelque chose de qualité, c'est une chose, mais il faut aussi proposer aux téléspectateurs des programmes qui vont attirer leur attention. Oui, mais ce qu'il vient de dire, c'est vrai, c'est l'homme africain, il a été pratiquement éduqué depuis la colonisation jusqu'aujourd'hui. Il y a cette valeur-là de l'Occident qu'on regarde avec admiration. Des fois, on dévalorise ce qui est local, ce qu'on a localement. Il y a aussi, il faut que les pouvoirs, pour accompagner ces télévisions d'ouverture, il faut que les pouvoirs fassent des programmes, notamment même au niveau de la formation, ou même au niveau d'autres séances d'éducation, des programmes vraiment pour aimer tout ce qui est de la culture. Mais j'apporte un petit bémol à ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on parle de l'Afrique face à l'Occident, mais même à l'intérieur de l'Occident, quand on prend un pays comme la France, par exemple, la France se bat aussi pour que justement le nombre de programmes venant des États-Unis soit réduit. Oui. Spontanément, la demande... La France se bat, par exemple, contre ce qu'on appelle le franc anglais. Oui, le français en même temps l'anglais. Les Africains aussi doivent se battre, parce que pour promouvoir, disons, la culture,
l'amour de la géographie de l'Afrique, il y a le Nil, il y a les forêts, il y a les montagnes. On voit des touristes. Les touristes partent de l'Europe pour visiter l'Afrique. Mais combien d'Africains vont visiter l'Afrique? Vous avez parlé des montagnes de Virunga, par exemple, où il y a les chimpanzés. Mais combien d'Africains qui sont à côté? Les Burundais, les Kenyans, les Rwandais, même les Rwandais qui sont au Rwanda, qui vont les visiter. Il y en a très peu. C'est cette façon-là, cet esprit d'aimer ce qui est chez eux, de valoriser. Vous avez parlé même de la façon de manger. Même la nourriture, on a l'impression que les Africains, ils délaissent ce qu'ils produisent. Quand ils deviennent, ils aient un peu de moyens, ils vont se dire, les Occidentaux mangent très bien. Mais non, les Occidentaux aiment aussi de la nourriture exotique. Ça fait partie aussi de ce qui est le contenu de ces télévisions. Il y a aussi l'histoire. On voit bien, aujourd'hui, on a des historiens, les historiens dans plusieurs pays de l'Afrique viennent de l'étranger. Ce sont les Français qui sont les spécialistes de l'Afrique, de tel autre pays, parce que même les Africains ne veulent pas vraiment entrer en profondeur de leur histoire. On en a quand même, des historiens chez nous. Oui, on les a, mais pourquoi on continue à avoir des spécialistes de l'Occident qui vont en Afrique parler de l'histoire de l'Afrique? C'est surtout un problème. Lucien, alors, dites-nous votre point de vue sur cette révolution. Oui, numérique. mon sentiment, Marie-Angèle. Il y a le discours et il y a la pratique. Nos deux amis, notre invité Gratien, sont dans un discours volontariste. Je vais essayer de ne pas l'être et d'être dans la réalité. La réalité, quelle est-elle? Il y a en fait une transformation, le passage de l'analogique au numérique. La question qui est posée est celle des contenus. Bien, il faut rester les pieds sur terre et se poser la question suivante. Est-ce que ces contenus vont se faire sur un modèle occidental ou bien sur un modèle typiquement africain? Voilà l'enjeu. Si on est, par rapport à cette problématique que je pose, le modèle occidental, il n'y a pas de problème, c'est encore là, si on est sur le modèle occidental, il n'y a pas de problème. Les Occidentaux créent ce modèle, incitent les Africains, au nom de la modernité, de passer au numérique, il n'y a pas de problème. Les entreprises, puisque c'est le cas occidental, seront premières en termes de contenu. Mais quel contenu? Un contenu que nous, Africains, acceptons au nom de l'acculturation, c'est-à-dire McDo, les femmes qui portent effectivement des coiffures importées et d'ailleurs, bien, c'est un exemple. Si maintenant nous partons du principe que nous construisons notre propre modèle, et c'est ce sens-là que ça m'intéresse, avec nos contenus, sans se couper du monde, il faut que l'État mette en place toute une politique à la fois juridique, économique, financière et fiscale pour que les productions en fait africaines aient du sens. Ces productions africaines, sachant qu'il n'y a pas une Afrique mais des Afriques. Il y a l'Afrique urbaine et il y a l'Afrique, j'allais dire, rurale. Et donc, quel message veut-on faire passer? Donc, il y a un débat. Alors, moi, je veux bien, c'est très bien. On peut discuter à satiété jusqu'au bout de la nuit. On ne pourrait pas, malheureusement. On ne pourrait pas. Malheureusement, il faut s'arrêter. Mais il y a des éléments juridiques. Le problème de nous, Africains, c'est valable dans tous les domaines. Nous sommes très friands au nom de la modernité, mais je ne suis pas contre la modernité. Sauf que nous nous engageons dans la modernité alors qu'on n'a pas les moyens, je dirais, juridiques souvent, ou scientifiques et technologiques, pour pouvoir mener nos révolutions. Oui, si on ne les a pas, partons sur le droit. Mandela nous a montré, vous voyez, je mets du Mandela partout, nous a montré qu'à partir du droit, il était tout à fait possible de négocier des contrats. Mais les Africains, nous ne savons pas le faire. Mais pourquoi nous ne savons pas le faire? Parce que nous sommes acculturés. Un sujet qui vous passionne, hein, on peut le remarquer. Lucien, on va prendre l'avis de notre invité, Jean-André Hippo. Lucien parlait de droit. Il faut savoir qu'il y a un projet, hein, le projet UAR Ménos. C'est un réseau d'échange destiné à la circulation des contenus multimédia par satellite sur l'ensemble du continent africain. Cela permettrait effectivement de proposer, en fonction des pays, donc, des contenus africains disponibles dans les différents pays. Ça pourrait répondre à cette problématique. Non, ça ne pourrait pas répondre à cette problématique. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit de tout ce qui est la technologie, il y a la propriété intellectuelle qui rentre en jeu. Qui produit le contenu, à quel coût, et quelle est la rentabilité de ce contenu? Tant qu'on n'a pas répondu à ces questions,
On ne peut pas mettre un contenu produit à un coût prohibitif pour lequel on n'a pas encore de retour sur investissement à la disposition d'autres personnes. Et si on doit le mettre à la disposition d'autres personnes, quels sont les mécanismes de rétribution de ce contenu-là? Donc, il y a prendre le problème tel que vous me l'avez posé, c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs, parce que si c'était les États qui produisaient, donc, comme on le sait, ils seraient financés par un fonds des Nations Unies pour quelque chose, pour produire. Non, mais là, c'est l'Union africaine des télécommunications, donc ce sont les États, effectivement. Oui, l'Union africaine des télécommunications, mais on parle de chaînes privées. Ce ne sont pas des chaînes publiques. Non, mais dans la libéralisation, il y a une différence entre ce qui va se passer là, le passage au numérique, il y aura des chaînes privées et il y aura également des chaînes publiques. Et le contenu qui doit être mis à disposition, qui le produit? C'est la question qu'il faut poser. Qui le produit? Comment la production est financée? C'est ça qui importe. C'est ça qui importe, parce que le contenu, il vient pas du paradis. Non, on ne parle ni de paradis ni d'enfer. Là, on est en train de parler de choses concrètes. Donc, le projet UAR Ménos, ce serait par exemple, imaginons une série ou un film produit au Ghana, qui serait un film produit au Ghana, auquel on pourrait avoir accès, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, etc. Donc, il faudrait effectivement voir dans les détails, mais nous, on ne les a pas, ces détails financiers, ce que vous disiez. Mais l'initiative en elle-même, c'est ça la question qui vous est posée. C'est à votre question que je réponds, tout à fait. Parce que quand une série produite au Ghana est présentée sur une télé, ça génère de l'audience. Cette audience est rémunérée en publicité. Comment est-ce que les gains provenant de cette publicité sont rétribués aux producteurs de la série au Ghana? C'est la question que je pose depuis le début. Donc, il ne faut pas prendre les choses par le fait de juste avoir accès au contenu. Encore une fois, on revient aux sources de financement du contenu. Parce que si moi, vous êtes une télé ici, je prends 2 heures de mon temps d'antenne et je mets une émission que je n'ai pas produite. Si l'émission est très intéressante, ça va m'attirer des gens qui vont venir faire la publicité. Ils vont payer. Après, quand je récupère l'argent pour l'émission que je n'ai pas produite, mais qui a entraîné de l'argent, comment est-ce que je rétribue la personne qui a produit l'émission? Ça, c'est écoutez, très, on va très passer important. à autre chose parce qu'apparemment, il y a trop d'interrogations et il semble que vous n'arriviez pas à percevoir l'essence de la question. Parce que même on a fait une étude d'opportunité dessus pour 3 chaînes. Et donc qu'est-ce que ça a donné? Mais justement, ça a donné le problème de la responsabilité juridique. Donc on en revient au droit finalement, voilà. Ce que Lucien disait. C'est ce que je mettais en avant parce que c'est une question centrale. Que notre invité mette la question économique en avant du financement, c'est une question absolument essentielle, importante. Mais la question juridique l'est aussi. Et pour rebondir sur ce que disait Marie-Angèle, comment va se faire, si vous voulez, le partage des responsabilités entre les chaînes privées et les chaînes publiques? Ça, c'est un élément important. Deuxièmement, ce type de contenu, d'une certaine manière, comment va-t-il être organisé? Et la question problématisante que j'ai posée au début, est-ce que nous sommes dans un modèle occidental ou bien dans un modèle typiquement africain, est absolument importante. Je reste dans le modèle africain. Dans le modèle africain, il faut savoir comment nous allons aider, quand je dis nous, comment les États vont aider effectivement les producteurs de contenu à exister en termes de concurrence au même titre que les producteurs de contenu occidentaux. Est-ce qu'on peut, Gratien, créer ce modèle-là, ce modèle typiquement africain? On peut le créer justement avec la structure dont vous avez parlé, une structure qui est africaine, financée par les fonds qui ne sont pas privés. Et en ce cas-là, le côté juridique, il n'est pas écarté, mais il peut être réglé. Il y aurait des productions, même dans les pays occidentaux. On sait bien que ce sont les télévisions publiques, les structures de l'État qui ont lancé même le privé. En France, on a des structures comme pour l'INA, même pour la musique, SACEM, il y a d'autres. Il faut que le public mette de l'argent dans ces structures pour produire, parce que ce qu'ils vont produire, qui intéresse les Africains, ne sont pas nécessairement rentables, parce que le paysan qui est dans la brousse ne va pas payer pour regarder la télévision, il y aura très peu de publicité, mais avec les fonds de l'État, la population va être intéressée par le contenu, et son contenu finalement va intéresser aussi le secteur privé qui va se dire, je veux mettre sur ce contenu pour produire, pour gagner de l'argent, et ils vont rétribuer aux producteurs, aux artistes, donc la question sera réglée.
Fin de ce débat. Ce qui a fait la une de l'actualité africaine, c'est la rencontre qui a eu lieu jeudi à Nairobi entre les ex-rebelles du mouvement M23 et une délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo. Réunion ayant pour objectif d'aboutir à la signature de déclarations mettant fin au processus entamé à Kampala. C'est chose faite. Des experts de l'Afrique de l'Ouest participent actuellement aux travaux d'un colloque sur la criminalité transnationale dans la sous-région. Les participants entendent trouver les meilleures pratiques pour augmenter la fluidité des échanges entre les services de poursuite dans le cadre des enquêtes contre la criminalité organisée aux frontières. À suivre les progrès dans l'enregistrement des naissances au Niger, l'appel d'offres pour l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste en Algérie et le Botswana qui baisse pour la 4e fois cette année son taux bancaire. A tout de suite.